Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est riposte numéro 304. Déjà, et oui. L'immigration, tout devait au départ, monsieur le ministre, bien se passer. On s'apprêtait à somnoler près des radiateurs à l'Assemblée, c'était bien, quoi. La gauche, en profond coma idéologique, à peu près, Madame Taubira, affirmait entendre Manuel Valls pouvoir faire un bout de chemin avec la droite sur l'immigration. C'est Manuel Valls qui l'a dit. Les tests ADN, voilà ce qui a mis le feu aux poudres. Je le disais, tout allait bien pour vous. Votre loi allait passer comme un Européen à la frontière dans l'espace Schengen. Ça, c'était bien. Ça baignait entre drames ou bavures médiatisées, reconduite à la frontière, relancée par vos soins, gauche écartelée et un pays quasiment sous hypnose. Puis, vint l'ouragan. Il prit pour nom Mariani, vous savez que ça a toujours des noms, les ouragans, et prénom Thierry. Il prit naissance en Vaucluse, du côté de l'UMP, et s'abattit sur la commission des lois de l'Assemblée. Ce fut un 12 septembre, une date fatale. Cet amendement proposait un recours aux tests génétiques, donc les tests ADN, pour les enfants candidats au regroupement familial. Comme ça, tout à trac, sans crier gare, coup de théâtre. Des tests génériques interdits aux Français seraient donc autorisés pour les seuls étrangers. Le ton monta, on s'insurgea, on riposta, jusque dans les rangs de la majorité. Et où l'on alla, dans les rangs de la majorité, jusqu'à parler de tatouage électronique. On amenda l'amendement, mais il fut voté. Peut-on ainsi prendre le risque de mettre à mal les principes qui fondent notre identité nationale, qui ne reposent en aucune manière sur le sang, la famille ne pouvant se réduire aux seuls critères biologiques. On le sait bien. Sinon, par exemple, la famille du président de la République actuelle, ça ne marcherait pas, famille recomposée. Bon. Ces dispositions, tests ADN, quotas, sont-elles justes et sont-elles surtout efficace dans un pays qui a besoin, puisqu'il est en faillite, selon notre Premier ministre, on l'a appris tous ensemble, d'accueillir la force de travail nécessaire pour atteindre cette croissance à 3% voulue par le président, qui veut l'arracher avec les dents. Est-ce bien raisonnable ? Et pardon cette question qui sent son droit de l'homisme, comme on dit maintenant, ça a l'air d'être un mot obscène, son angélisme, son compassionnel. Est-ce bien humain ? Simplement. Et que penser de ces quotas, comme nous l'a proposé le président sur TF1 sur France 2, enfin réunis comme au bon vieux temps de l'ORTF, politique des quotas. Un président pas choqué d'ailleurs, dit-il, par les tests ADN. Alors, évidemment, entre angélisme, faux pas, colère et réalisme, il en faut un peu, mais jusqu'où ? Voici notre débat et nos invités que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter. Brice Hortefeux, vous êtes ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement, et du co-développement. Pardon. Chaque fois qu'on vous présente des rubriques, ouf, rien que ça, mais enfin, non, mais vous êtes bien, tout ça à la vous fois. n'avez rien oublié, vous avez juste écorché le dernier mot. Effectivement, c'est le co-développement, parce que je le mène avec le concours du ministère des Affaires étrangères, n'en est pas le monopole. Dont acte. Christiane Taubira, vous êtes députée PRG de Guyane, tout le monde se souvient que vous fûtes candidate à l'élection présidentielle, et vous êtes à l'origine de la fameuse loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Bonsoir et ravi de vous revoir. Bonsoir. Patrick Veil, vous êtes directeur de recherche au CNRS et grand spécialiste de l'histoire des migrations. Votre ouvrage de référence, La République et sa diversité, qui est paru au Seuil. Vous êtes donc le spécialiste incontesté de cette question et ça nous fait plaisir de vous recevoir. Gaston Kelman, moi aussi je suis ravi de vous recevoir. Oh, moi aussi. Parce que vous avez fait un triomphe avec l'histoire du manioc, là, comment c'était ? Mais je ne veux pas vous en parler. Vous avez dit n'en parlez pas, n'en parlez pas. On en parle plus. D'accord, on n'en parle pas. Donc je vais vous parler par contre de votre dernier livre. Parlons aux enfants de la patrie, paru aux éditions Max Milo. Donc merci d'être là. Enfin, j'ai le bonheur de recevoir des journalistes célèbres, notoires et incontournables parce qu'ils sont simplement très pertinent. Éric Zemmour, grand reporter au Figaro, et Philippe Val, directeur de Charlie Hebdo. Philippe Val, qui, rappelons-le, a publié un dernier ouvrage récemment. C'est le traité de savoir survivre par temps obscurs chez Grasset. Donc voilà, on va commencer l'émission. Et pour lancer le débat, je vais vous demander à tous un adjectif. Juste un mot, pas deux, s'il vous plaît. Un, comme ça. Je sais que l'exercice est difficile, mais c'est juste pour lancer le débat. Pour qualifier cette réforme sur l'immigration. Elle est audacieuse, elle est honteuse, elle est humaniste, elle est nécessaire, elle est évidente, elle est totalement vaine et superflue. Enfin, à vous l'honneur, monsieur le ministre. Dans le monde, vous avez qualifié votre réforme de ferme et protectrice. Vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, je vais essayer de ne pas me contredire, donc il vaut mieux se répéter. Donc, ferme et protecteur, à l'évidence, mais c'est en même temps une réforme qui se fait dans la clarté et dans l'ouverture. Donc, ce sont 4 qualificatifs. Très bien. Ferme, protecteur,
clair et ouvert. Merci, Christiane Taubira. Puisqu'on a commencé par l'inflation, alors je dirais un mot pour commencer, mais je le définirai. Je dirais vraiment, s'il faut qualifier, je n'aime pas qualifier les textes de loi, d'autant qu'ils s'inscrivent en fait dans une logique. Mais puisqu'il faut se soumettre à cet exercice, je dirais que c'est un texte cynique, simplement parce que c'est une loi d'hostilité et qu'elle est présentée, qu'elle est habillée avec de beaux sentiments. Merci beaucoup. Un texte cynique. Éric Zemmour. Avec de beaux sentiments. Ne trouvez pas la déclaration de Mme Taubira. Il faut les deux. N'oubliez pas. Donc, cynique, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais de beaux sentiments. Notez, monsieur le ministre. Mais j'ai noté déjà plusieurs choses. Je vais y revenir d'ailleurs. Éric Zemmour. Moi, je dirais... Oui, c'est compliqué parce que je dirais, comme on disait quand on était petit, nécessaire mais pas suffisant. Vous nous expliquerez en quoi pas suffisant, évidemment. Philippe Val. Je pense que c'est une loi inutile et dangereuse. Dangereuse parce qu'elle accompagne, elle encourage une xénophobie ambiante, alors qu'il faudrait au contraire habituer l'opinion à l'idée d'un vivre ensemble avec l'immigration, puisque c'est l'avenir de la France et de l'Europe dont il s'agit. Gaston Kellmann. Justement parce qu'il faut vivre ensemble avec l'immigration, voir. Un mot, voir. Voir. Voir, oui. C'est à voir. C'est à voir. Ouais, c'est à vous voir. êtes très prudent, là. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Honnêtement, là, vous ne prenez pas parti. C'est à voir. Mais si, je prends parti, mais c'est à voir. Dans le débat, je pense que j'aurai l'occasion de prendre parti. D'accord. Enfin, je reconnais là une sagesse antique, profonde, qui vous fait tout à fait honneur. Et enfin, Patrick Veil. Philippe Val m'a piqué mes objectifs. Inutile et dangereuse. Inutile parce que les contrôles, les moyens de contrôle existaient déjà et que la loi, ce qu'elle y ajoute, en fait, est dangereux parce que cela crée des discriminations, notamment à l'encontre des Français, de certains Français. À l'encontre des Français. De certains Français, oui. Je reviendrai. Vous allez m'expliquer ça. Oui, absolument. Alors pourquoi fallait-il 4 lois en 5 ans? C'est ça, 4 lois en 5 ans. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'en faire une qui porte votre nom dorénavant? Non, mais d'abord, sur la loi, et chacun d'ailleurs, et la parlementaire qui est à cette table ne me contredira pas au moins sur cet aspect-là. Et ce n'est pas une cathédrale législative. Il y a eu une loi en 2003, il y a eu une deuxième loi en 2006, et puis là, c'est une loi qui comporte simplement 18 articles. Pour les spécialistes des examens des projets de loi, généralement, il y a beaucoup d'articles. Là, il y a eu beaucoup d'amendements. Ça s'est fait d'ailleurs, les débats ont été, je pense, de qualité intéressante. Et il y a eu 78 amendements qui ont été adoptés, ce qui prouve que le Parlement a joué un rôle. Il n'y a pas simplement eu sur le test ADN. Il y a même eu d'ailleurs des amendements qui ont été adoptés à l'unanimité. Je crois, de mémoire, il y en a eu 4. Donc c'est un débat qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Mais pardonnez-moi, je ne veux surtout pas me substituer à votre éminente responsabilité. Mais je pense qu'avant d'évoquer la loi, il faut poser la question. Pourquoi faut-il maîtriser les flux migratoires? C'était la question que je vous ai posée. Bon, eh bien pourquoi? Alors je vais essayer de vous répondre. Alors si vous me l'avez posée, je n'ai pas fait attention, pardonnez-moi. Mais la question, c'est celle-là. Parce qu'avant d'examiner tel ou tel aspect d'un texte, il faut réfléchir. Sarkozy avait fait la précédente, vous faites la vôtre. Alors pourquoi? Pourquoi faut-il maîtriser les flux migratoires? Finalement, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les frontières ouvertes? Chacun vient s'installer, arrive, repart, profite ou ne profite pas. Et tout ça, ça se régulerait dans le temps. En réalité, il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas vous les énumérer de manière très longue et très précise, mais la première raison, c'est que notre modèle d'intégration a incontestablement échoué. Notre système, pourquoi vous dites ça? Je vous donne quelques exemples très simples. Vous avez 60% de la population étrangère qui est concentrée en réalité sur 3 régions simplement. Donc vous savez que notre pays a 22 régions, c'est une concentration très forte, ce qui pose parfois quelques problèmes. Et il faut être d'un angélisme absolu pour ne pas l'avoir observé. C'est un mot obscène, c'est un mot obscène. Angélisme. C'est le mot d'Emmanuel Valls, c'est pour ça que je le cite. Donc vous avez raison de rappeler qu'un député socialiste lui-même partage cette analyse. Vous avez un autre exemple. Mais c'est pour entrer peut-être au gouvernement, on ne sait pas. C'est le taux de chômage, et là c'est très sérieux. Le taux de chômage, en réalité, de la population d'origine étrangère ou étrangère est de l'ordre de 20 à 22%, c'est-à-dire presque 3 fois le taux de chômage de la population de notre pays. Plus grave encore, je vous donne ce chiffre parce qu'il est très peu connu, mais je pense qu'il est très intéressant dans le constat. Et c'est que quand vous prenez un Français qui avait fait des études supérieures, le taux de chômage est de 6%. Quand vous prenez un étranger qui a fait des études supérieures, il est de 24%, un immigré. Donc vous voyez, ça, il y a une première raison. Il y a une deuxième raison, c'est la capacité d'accueil. On ne peut pas accueillir tous ceux qui veulent venir. Comme dirait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Mais je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, tous les spécialistes estiment, malgré les efforts qui ont été accomplis, notamment par Jean-Louis Borloo, qu'il y a un déficit de 1 million de logements dans notre pays. Quand il y a un déficit de 1 million de logements dans notre pays, on ne peut pas dire venez, installez-vous, puisqu'ils s'installent. D'accord, on va prendre point par point si vous voulez bien. Et puis, mais vous voulez bien, monsieur le ministre, qu'on fasse un débat? Oui,
Écoutez, moi j'ai tant de choses à vous dire. Ça vous arrangerait J'ai comme ça, tellement mais de je sais choses bien. à vous dire que mais je serais très heureux d'écouter les positions des uns et des autres. Et reprendre point par point. Il y a un dernier exemple, c'est qu'il y a des pays qui ont fait appel dans ces dernières années, effectivement, une population étrangère, une population immigrée. Mais c'était souvent, pour ne pas dire toujours d'ailleurs, pour soutenir une démographie qui était défaillante. Et nous, ce n'est pas notre situation. On a un taux de fécondité de 2, l'Espagne a un taux de fécondité de 1,3. On n'est pas dans la même situation. Et je pourrais terminer juste par un dernier point, c'est que les pays d'émigration ont eux-mêmes compris qu'ils n'avaient pas intérêt à encourager systématiquement l'immigration vers l'Europe et notamment vers la France parce qu'ils avaient besoin d'élites sur leur territoire. Et nous, notre politique, c'est pour ça que vous avez bien fait d'insister sur le développement et le co-développement, notre politique vise à aider les pays d'émigration et en clair l'Afrique subsaharienne à offrir un avenir à sa jeunesse parce qu'il vaut mieux vivre dans son pays que tenter de mal survivre ailleurs. Alors, plusieurs points. Par exemple, notre politique d'intégration a échoué, dites-vous. Je vous ai vu faire... Non, pas du tout. Notre politique d'intégration n'a pas échoué. Pourquoi, Patrick Veil? D'abord, c'est difficile de dire elle a échoué complètement. Toutes les études internationales qui ont été faites dans les dernières années, notamment par des Américains, des fondations américaines ou britanniques, le Financial Times, il y a 3 semaines, compare les modèles d'intégration. Et nous arrivons en tête sur un point, sur le degré d'intégration culturelle, sur le fait que les enfants d'immigrés sont attachés à la France beaucoup plus que les enfants d'immigrés en Grande-Bretagne sont attachés à la Grande-Bretagne, ou les enfants d'immigrés en Allemagne ou en Espagne. Là où nous échouons, c'est sur le marché du travail. J'approuve tout à fait ce que dit M. Hortefeux. Même ceux qui vont jusqu'aux études supérieures ne trouvent pas d'emploi. Mais là, c'est une question liée à la discrimination sur ce marché du travail et sur ce marché du logement. Ça n'est pas lié au fait que les enfants d'immigrés intègrent les valeurs de notre République, la laïcité, la langue, etc. Ils le font beaucoup mieux qu'ailleurs, toutes les études le montrent. Oui. Éric Zemmour, pas d'accord du tout avec ce que vient de dire Patrick. Moi, ça m'amuse toujours ces débats parce que je pense qu'il y a 2 univers. Vous travaillez sur un roman là-dessus. Hein, il y a l'univers de la télé où c'est formidable. On fait l'éloge du dialogue des cultures, du métissage, tout va bien, l'intégration française est faire l'apologie du crime et de la violence. Non, mais attendez. D'accord. Et il y a la réalité de ce que vivent les gens. D'accord. C'est Patrick Veil, moi j'aimerais qu'il aille dans une école de Seine-Saint-Denis. Et il verrait. Vous croyez que je n'y vais pas ? Non, et il verrait. J'y vais plus que vous. Ça m'étonnerait. Bah, il verrait. Éric, ça c'est un argument terrible. Alors, on n'a pas le droit de parler de ça parce que je n'habite pas dans une cité. Non, machin. j'ai pas fini. Quand il parle d'intégration magnifique, évidemment, il compare la peste et le choléra. Évidemment, l'intégration anglaise, ça je vous l'accorde tout à fait, c'est un échec total. Mais c'est normal, les Anglais ne cherchent pas à intégrer. Les Anglais, ils vivent par communauté. L'intégration, la seule qui compte, c'est l'insertion sur le marché du travail. Le reste, ils s'en tapent. Donc évidemment, il n'y a pas de problème, on peut être comparé avec les Anglais, on est tranquille. On réussira toujours mieux, premièrement. Deuxièmement, quand vous voyez les sondages, justement, on a demandé à des populations musulmanes anglaises, puisque la comparaison vous plaît tant, on leur demande, ils sont à 70 ou 80% à réclamer l'instauration de la charia dans les régions et dans les... J'ai pas fini. Dans les régions où ils sont majoritaires. En France, ils sont entre 40 et 50%. Mais vous êtes d'accord évidemment, formidable. Par rapport aux Anglais, non mais par rapport aux Anglais, tout le monde va mieux que les Anglais. Les Anglais n'ont réussi qu'une seule chose, et c'est déjà formidable, c'est l'insertion du marché du travail. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont un capitalisme qui joue sur l'immigration pour faire baisser les salaires de tout le monde. Ils ont détruit leur industrie. Ils n'ont que de la finance et des emplois de basse formation sous-payés. Alors évidemment, ils font venir l'immigration pour faire baisser les salaires. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas un modèle à suivre, d'accord. Bon. C'est bien ce que je dis. Donc cette comparaison m'agace. C'est pour ça. L'Italie, l'Allemagne... L'Espagne, ils commencent seulement à avoir des immigrés depuis 5 ans, nous ça fait 30 ans. Et les États-Unis. Alors les États-Unis, vous voulez que je vous dise comment ils font ? C'est très simple. Les États-Unis, je vais vous dire. 1, ils mélangent le modèle anglais, ce que je viens de dire. 2, ils mettent la moitié de la classe d'âge des 18-25 ans noirs en prison. Ça règle beaucoup de problèmes, c'est sûr. Ah oui, ça c'est efficace, oui, c'est assez... Et comme pas des immigrés. Alors, mais ils ont un problème social, ils règlent comme ça. Attends, on raconte des choses épouvantables. Alors Philippe Val, réponse. On ne peut pas comparer ces choses-là. Les Noirs aux États-Unis ne sont pas des immigrés, ils ont été amenés là pour l'esclavage. Bon, donc cette chose n'est pas comparable. Ensuite, la loi, dans cette nouvelle loi, il est question d'une obligation de ressources, par exemple. Pour pouvoir, la nouvelle loi de M. Hortefeux. Pour pouvoir avoir droit au redressement, qu'est-ce que je raconte Ça m'a énervé. Au regroupement familial.
Tous les dispositifs prévus par la loi sont des dispositifs d'hostilité, des dispositifs contraignants de suspicion. C'est-à-dire quoi? On suspecte forcément... Toujours. Bon, alors pourquoi n'y a-t-il pas un amendement, quelque chose qui justement tendrait à pénaliser, à essayer d'éviter la discrimination au travail? Quand on voit ce que gagnent les médecins étrangers et quel statut ils ont en France dans les hôpitaux. Ceux du Bénin, par exemple. Absolument. Tout ça. Pourquoi on fait rien? Pourquoi cette loi n'a pas prévu quelque chose? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes diplômes que les diplômes français. C'est les mêmes. Ils les ont fait en France, les études. Non, c'est pas les mêmes. Ils les ont fait en France, les études. Et pourquoi il n'y a pas des dispositions pour empêcher les discriminations salariales? Parce qu'en dessous des femmes, il y a mieux. En plan, c'est les étrangers en France. Pourquoi rien n'a été prévu dans cette loi? Il n'y a que des dispositifs d'hostilité. C'est quand même bizarre. Ça n'est pas productif. Hostilité, comment vous décrivez-la moi, cette hostilité? C'est-à-dire qu'on considère que l'étranger est forcément un délinquant en puissance? Il y a des campagnes permanentes. La politique, depuis 25 ans en France, a repris tous les thèmes du Front National en liant la présence des étrangers au chômage, en liant la présence des étrangers à l'insécurité, à l'absence de logement. C'est affreux. Au danger pour les institutions, la culture, la langue, ils menacent tous les étrangers, alors qu'on va devoir vivre avec, on doit vivre avec. Pour des raisons, quoi qu'en dise Monsieur le Ministre, des raisons démographiques, l'Europe ne peut pas tenir avec sa simple natalité. L'homme blanc, l'Européen blanc, ne se reproduira plus jamais assez pour que la puissance démographique de l'Europe soit suffisante à assurer sa puissance politique et économique et l'avenir des États de droit. Merci. Christiane Taubira, là-dessus. Oui, mais je crois que le début du débat a montré ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un texte qui est très habillé de beaux et de bons sentiments. C'est absolument indiscutable. Oui, c'est une loi d'hostilité parce que cette loi est très fortement ciblée sur le regroupement familial. Il faut bien dire aux Français que parmi eux sont concernés tous ceux qui ont un conjoint de nationalité étrangère, puisque leur conjoint devra se soumettre aux dispositions qui sont contenues dans ce texte-là. En moyenne, il y a 50 000 mariages mixtes par an en France. Donc, ce ne sont pas seulement les étrangers qui sont concernés. Les Français qui ont eu la très mauvaise idée de tomber amoureux d'une personne étrangère sont concernés par ce texte. Mais ce qui me paraît important, moi je veux bien donner au ministre acte de son souci d'endiguer les flux migratoires. Quand on les présente comme ça, on a l'impression que les hordes vont s'abattre sur nous. D'abord, il faudra quelques chiffres. Alors, les chiffres officiels, c'est 157 000 titres de séjour par an. Bon. Je vais comparer, parce qu'on compare. Je vais comparer avec le Canada, par exemple, parce qu'on en parle un petit peu moins du Canada. Le Canada reçoit notamment le Québec, la province du Québec, qui nous intéresse particulièrement parce qu'elle est francophone, qu'elle a mis en place en 1968 un ministère de l'immigration, mais qu'elle a appelé dès 1980, c'est un ministère de l'immigration de façon à mettre un terme à un déséquilibre de langue, un déséquilibre linguistique. Oui, alors ? Elle a très vite, en 81, elle a transformé ce ministère en ministère de l'immigration et des communautés culturelles. Et non pas de l'identité nationale. Elle a instauré en 84 un conseil des relations interculturelles. Et aujourd'hui, c'est un ministère de l'immigration et des communautés culturelles. Il faut rappeler qu'au Canada, par exemple, un exemple d'intégration, c'est la gouverneure générale, Mme Michaëlle Jean, qui est d'origine haïtienne, qui est arrivée au Canada en tant que réfugiée et qui est aujourd'hui gouverneur général du Canada. Parce que le gouvernement met en place toute une série de politiques tout à fait officielles de lutte contre le racisme, de reconnaissance de la contribution des étrangers. Dans le métro à Montréal, par exemple, vous voyez des annonces qui vous disent tous les jours des centaines de milliers d'étrangers participent à la vie avec nous, à construire le pays et notre économie. Donc c'est pas un danger, mais un enrichissement. Il n'y a pas d'hostilité. Il n'y a pas d'hostilité. Vous permettez deux mots en plus, parce que sur ces beaux sentiments, quand même, il est important de rappeler que la loi égalité des chances, cette loi égalité des chances a instauré le CV anonyme. Il n'y a pas plus grande complaisance et plus grande connivence entre l'institution judiciaire et les infractions à la loi. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des discriminations qui sont racistes et sexistes. Et au lieu de sanctionner ces discriminations, on se donne 1 ou 2 générations encore pour les combattre. On confond la responsabilité de l'éducation, qui doit effectivement contribuer à la modification, à l'évolution des mentalités, et la responsabilité de la justice, qui doit
doit veiller rigoureusement au respect du droit. On confond ces deux compétences et on fait des arrangements, on fait des compromis comme avec des transgressions. Pardon. Ça relève de ce dont parlait Philippe Val, à savoir cette ambiance générale de défiance qui et hostilité. est institutionnalisée officiellement par le pouvoir public. Défiance et hostilité. Alors, avant de vous passer la parole, Monsieur le Ministre, parce que vous avez évidemment le besoin de répondre, Monsieur Kellman. Oui. Parce que je ne vous ai pas entendu depuis le début, vous avez dit un prudent à voir. Non, Donc, justement, ça m'a permis justement de faire le tour de la table, faire le d'écouter. brainstorming pour parler français et de voir tout ce que les uns et les autres diront et puis d'intervenir. Moi, la seule chose qui m'intéresse en France, et effectivement, on en a parlé ici ou là, c'est qu'il y a une égalité de traitement envers les uns et les autres. Ça, c'est un fait. Il y a une deuxième chose. Philippe, quand tu dis que la France a besoin d'immigration, c'est clair. Mais mon souhait le plus cher, c'est que ça ne vienne pas d'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent le plus sous-peuplé au monde. L'Afrique, aujourd'hui, pourrait avoir 3 milliards d'habitants et n'en a pas 1 milliard. Donc, effectivement, première chose, ne pompons pas l'Afrique de sa main, de sa force vive, la main de travail. Premièrement. Deuxièmement... Il y a des villes monstrueuses et des brousses dépeuplées. Évidemment, tout est dépeuplé. D'accord. Effectivement. Et mettez la Chine, mettez l'Inde, mettez l'Europe, tout ça, ça rentre dans l'Afrique. Hein. En termes de taille, l'Afrique peut accueillir. Et le risque aujourd'hui, c'est que quand les Africains essaient de venir vers l'Europe, les Chinois s'installent en Afrique. Oui. Mon souhait, ce n'est pas que dans 50 ans, le président du Cameroun soit un Chinois. Donc, je voudrais qu'il continue à être... Bon, évidemment, s'il s'installe, il sera un Camerounais, bien entendu. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui... C'est l'identité nationale. Oui, effectivement. Quel est le vrai problème aujourd'hui? Le problème, c'est que comment est-ce qu'on accueille les gens? Ça, c'est vrai, il faut se poser la vraie question. Est-ce que l'immigration en France doit se faire de manière pléthorique? Moi, je comprends très, très bien que la France ait le devoir de créer des dispositifs qui permettent qu'elle accueille les personnes. Elle a le droit de choisir son immigration. Mais justement, après les critères... Elle a le droit de choisir son immigration. Vous êtes d'accord avec ça? L'immigration choisie, moi, jamais choqué, je l'ai dit, je le répète. Le ministère, par exemple, qui parle de l'immigration et de l'identité nationale, ne m'a jamais choqué, je l'ai dit. Et c'est clair. Parce qu'après, il y a co-développement dont j'espère qu'il fera comprendre aux pays africains, s'il vous plaît, le passé, gérons-le ensemble, mais la résolution des problèmes des Africains, c'est en Afrique. Je vous assure que j'ai une colère inouïe quand je vois tous ces jeunes qui s'abîment. On sait très bien qu'un jeune sur 3 qui embarque au Sénégal ou bien je ne sais pas sur quelle côte de l'Atlantique va mourir, on le sait. Et moi, je ne veux pas porter la complicité de ces morts-là. Ça, c'est mon premier point. C'est pour cela que je dis, on a tout à fait légitimité à faire tout le travail nécessaire pour que les Africains restent chez eux, que les Asiatiques restent chez eux, que tous ceux qui peuvent rester chez eux, parce qu'il n'y a pas de problème humanitaire. S'il y a un problème humanitaire, non, mais après... S'ils fuient, on est dans on est dans une logique de fuite aujourd'hui. On n'est pas dans une logique de brassage, d'évolution. On est dans une logique de fuite. Ceux qui meurent en Méditerranée, ce n'est pas des jeunes qui viennent parce qu'ils ont pris un avion, parce qu'on a besoin parce que ceci, ils meurent, ils fuient leur pays. Il y a des tas de raisons pour changer de pays. Mais justement... Il n'y a pas simplement le simple confort... Ce dont on parle, en toute honnêteté, ce dont on parle là aujourd'hui, c'est des gens qui fuient. Oui, mais... Oui, il fuit comme depuis des millénaires. L'avenir, c'est pas chacun chez soi. Enfin bon, ça, on peut en parler. Il y a une tradition millénaire en Afrique de départ. Il n'y a pas de tradition millénaire en Afrique de fuite. Non, Monsieur Moati, il n'y a pas de tradition millénaire. Le voyage comme un rite initiatique, si. Non, vous ne pouvez pas dire le contraire. Je suis originaire du Cameroun. Non, je sais, moi pas. Peut-être une des questions, c'est de savoir ce qu'il fuit. Monsieur le ministre, peut-être une des questions, c'est de savoir ce qu'il fuit. Ce qu'il fuit, le pillage de la ressource naturelle, d'accord, par exemple, entre autres. Qu'est-ce qu'il fuit? On peut en parler aussi. Des violences et des fragmentations de territoire. Justement, on peut en parler. D'accord. Le biopiratage, entre autres. Mettons les choses un peu d'ordre. La corruption des chefs d'État qui sont reçus avec grandes embrassades sur le parvis de l'Élysée. Un peu d'ordre. Monsieur le ministre, on vous a parlé de loi d'hostilité. Très conforté par les pouvoirs. Mais on a parlé de plusieurs choses. D'abord, Philippe Val a évoqué, c'est la parenthèse politique qu'il a évoquée, c'est-à-dire la volonté de séduire les électeurs du Front National. C'est ce que vous avez dit un peu dans votre intervention. Une xénophobie ambiante. Voilà, c'est ça. Pas que le Front National, hélas. C'était ça. Alors, la réalité, vous savez, je vous fais crédit d'une sincérité totale dans votre engagement. Donc surtout, comprenez bien ce que je veux vous dire. Il y a une réalité très simple, c'est que les formations extrémistes dans notre pays, et particulièrement le Front National, ça a progressé à quelle époque ? Ça a pu prospérer à quelle époque? Ça a prospéré en réalité pour l'essentiel sous la gauche. Et donc il ne faut pas nous reprocher d'essayer de vouloir
faire de la pédagogie, d'expliquer, de distinguer ce qui est raisonnable, ce qui est juste, ce qui est possible, et d'essayer de ramener ainsi des électeurs qui se sont égarés. Nous, on a le respect de la démocratie, j'imagine que vous aussi. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas d'électeurs ou de citoyens qui doivent être mis au banc de la nation et dont on ne doit plus jamais s'en occuper. S'il y a des cris au secours, s'il y a des appels du cœur, en disant, eh bien, il faut que la société soit capable d'y répondre, et c'est le rôle des gouvernants, c'est le rôle des élus de pouvoir leur répondre. Madame Taubira, par exemple, était élue dans un département qui a voté à 53% pour Nicolas Sarkozy. Je suis sûr que dans 54%... C'est ce que j'allais vous dire, j'allais vous rendre hommage naturellement sur ce plan-là, mais vous me coupez la parole tellement vous étiez empressé de le faire vous-même, vous avez tort, je l'aurais fait avec beaucoup de plaisir. Mais précisément, elle a pris conscience de ce vote et certainement elle a voulu répondre à ses électeurs en intégrant ce qui était ainsi exprimé. C'est un message politique que vous lancez. Je le dis sincèrement, c'est-à-dire il ne faut pas laisser sur le côté des électeurs sous prétexte qu'à un moment donné, ils se sont trompés dans leur engagement. Attendez, je continue. Vous avez donné ensuite un deuxième très bon exemple. Toujours Philippe Val. Toujours. Vous adressez à Philippe Val. Toujours, mais je peux m'adresser aux deux, mais il a raison de noter parce que c'est intéressant, enfin j'espère en tout cas. Et donc, le deuxième aspect, c'est, vous avez pris l'exemple du Bénin. C'est exactement ce à quoi je crois, totalement. D'ailleurs, un de mes premiers déplacements, ici vous avez évoqué le pillage, tout ça. Bon, c'est un des premiers déplacements que j'ai fait. Quand j'ai été nommé, on m'a donné une statistique, vous savez comment ça se passe, on file des tas de notes, des tas de papiers. J'ai regardé ce qu'il y a dedans, plus de médecins béninois en France qu'il n'y en a au Bénin. Confirmation. La réalité, c'est même plus que cela. 80% de la population médicale de la Guadeloupe, 60% de la population médicale de la Martinique sont originaires du Bénin. Et moi, finalement, quand vous évoquez le co-développement et quand Gaston Kellman évoque le co-développement, c'est exactement ça. Ma mission aussi, c'est de donner un coup de main, d'essayer avec des moyens qui ne sont pas illimités. Vous savez, l'aide publique au développement en France, c'est 9 milliards d'euros. Le co-développement dedans, c'est une petite partie. Mais on peut faire quelque chose. Et par exemple, en aidant des médecins béninois qui sont aujourd'hui installés sur notre territoire, qui effectivement ne repartent pas chez eux parce qu'il n'y a pas les mêmes conditions de salaire, les mêmes conditions de travail, eh bien de les aider matériellement à se réinstaller chez eux. C'est aussi le cadre de la mission qui m'a été... L'hostilité ressentie par Philippe. Précisément. Val, vous avez tous évoqué les beaux sentiments. Le problème, c'est que vous ne les avez pas définis. C'est ça qui est sympathique de dire. Il y avait des beaux sentiments, puis après, on est passé là-dessus. Où sont-ils, ces beaux sentiments? Je vous dis, moi, il n'y a pas de beaux sentiments. Il y a une vraie volonté. Et quelle était cette volonté? C'est très simple. Dans la loi, moi, j'ai proposé qu'un étranger, avant qu'il vienne en France, eh bien, il passe un test de langue, un test rapide, vous savez, 15 minutes de langue usuelle. Et si ça ne marche pas, il bénéficiera d'une formation de 2 mois maximum, c'est 80 à 180 heures, bénéficiera d'une formation. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. À peu près. Mais pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui disent c'est ridicule. Non, mais en tout cas, c'est nous qui l'avons initié. Pourquoi en fait-on ça? C'est tout simplement parce qu'on sait très bien que quand une femme, prenons l'exemple, si c'est une femme, pour ne pas prendre le système inverse, son mari travaille sur notre territoire, elle arrive généralement avec ses enfants, elle arrive, si elle ne dit pas un mot, eh bien, elle ne peut pas faire ses courses, elle ne peut pas dialoguer avec ses voisins, elle ne peut pas comprendre le système scolaire. Et nous insistons sur l'obligation d'assiduité scolaire pour s'en sortir précisément. Et puis surtout, elle ne peut pas trouver de travail. Quel est le meilleur vecteur de l'intégration, si ce n'est la langue? Alors nous avons mis aussi des conditions de ressources. Et le travail. Et bien sûr. Et nous avons mis aussi des conditions de ressources. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, ce n'est pas un barrage financier qui est mis en place. C'est simplement, on sait très bien que si une famille arrive trop nombreuse et qu'il n'y a pas la condition de ressources qui est parallèle, ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions de logement, ça veut dire qu'il n'y a pas les mêmes capacités de consommation. Il faut un SMIC, vous avez prévu un SMIC. En réalité, c'est assez simple. C'est un SMIC dans le cadre d'un particulier, et ça l'est 1,2 au Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas encore passé au Sénat, il y a eu un débat, il y en a qui voulaient 1,5, il y en a qui voulaient 1,33. Moi, j'étais plutôt sur 1,2. Mais ça permet d'accueillir une famille dans des conditions qui soient, décentes. Et là, on dit, mais pour quelle différence avec les Français? Pourquoi les Français, ils ne sont pas astreints? Je crois que alors maintenant, je n'ai pas tout noté, mais il y en a un. Oui, il faut qu'il y ait l'égalité. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous êtes étranger, que vous arrivez sur un territoire et que vous ne connaissez pas bien, et que vous ne bénéficiez pas du réseau de la famille, du réseau des amitiés, des cousins, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y avait une situation différente. Donc vous voyez, M. Moatti, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais ce n'était pas simplement des sentiments, c'est une vraie volonté affichée, à la fois de rééquilibrer immigration familiale et immigration économique, j'imagine qu'on y reviendra, et en même temps protecteur, puisqu'avec ce test de langue, ces conditions de ressources, en réalité, nous faciliterons l'intégration, qui est le vrai défi. Donc en fait, là, pardon, je vais vous passer la parole, Patrick Weil, mais vous vous définissez presque comme un humaniste par rapport à des gens qui n'ont pas été avant vous. C'est ça? Oui. Non, c'est-à-dire que vous êtes... Mais attendez, je ne revends... Avant que vous passiez la parole à Patrick Weil, vous avez donné tous les mieux que la loi Sarkozy, quoi. Avant que vous passiez la parole à Patrick Weil, dont
vous avez donné très gentiment les détails de mon portefeuille ministériel. Vous avez oublié quand même qualité de Patrick Weil. C'est un chercheur naturellement qui est reconnu, mais qui est au Parti socialiste, qui était au comité et qui était le conseiller de Madame Royal sur ces questions. Mais vous dites. Vous n'avez jamais été chef de cabinet d'un ministre socialiste? Sont mal tenues. Vous avez une drôle de façon. Les fiches du ministère sont mal tenues. Vous n'avez jamais été chef de cabinet d'un ministre socialiste jusqu'en 1982. Mais je ne vous en fais pas le reproche, mais il faut donner la clarté. C'est pas disqualifiant, ça arrive à des gens très bien. Mais c'est pas aller jusqu'à qui même en entre gouvernement grâce à ça, souvent. C'est quand même une drôle de façon d'entamer une discussion. Vous évacuez les débats de fond. Pas du tout. Si. Simplement, il faut dire d'où l'on vient. J'étais effectivement membre du Parti socialiste jusqu'à l'âge de 28 ans. J'ai aujourd'hui 50 ans, ça fait 22 ans que vous êtes resté très jeune, alors ça veut dire ça. Voilà, parce que franchement, et je l'ai quitté. quitté. Et je suis libre, et je suis tellement libre d'ailleurs que dans les premières années où M. Sarkozy menait une politique relativement équilibrée de l'immigration, j'ai très bien travaillé avec son cabinet. Alors j'espère vous convaincre qu'il faut continuer. Eh bien, je ne crois pas, parce que je vais vous expliquer quelque chose. C'est que je crois qu'on s'égare quand on parle des attaques sur le groupement familial qui ne sont que la quatrième ou la quatrième disposition depuis 5 ans. Ce qui est nouveau dans cette loi, c'est les attaques contre les... Madame Taubira l'a un peu dit, contre les Français qui épousent des étrangers. Et cette loi est discriminatoire contre eux. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Imaginons un jeune Français qui part à New York dans la finance, dans une banque française, travaille dans la finance. Il épouse une Américaine. Et cette banque française le rapatrie avec un de ses collègues américains qui, lui, va bénéficier d'une carte que vous avez créée l'an passé, la carte talent et compétences. Et son épouse américaine, de cet Américain, elle ne se verra pas l'obligation d'apprendre la langue française, tandis que le Français, qui voudra revenir de New York avec son épouse, sera obligé d'être soumise à des tests et ne pourra pas vivre avec son conjoint français, alors que l'article 215 du Code civil, je vous le rappelle, que l'on lit à chaque occasion de mariage... C'est marrant, j'y crois pas, ce que vous dites. Eh bien, c'est la vérité. Bah oui, j'y crois. Mais c'est une démonstration, Patrick Weil vient de faire. Non, il y a un truc qui ne va pas. C'est la vérité. Vous croyez qu'on va faire ça vraiment à l'américaine chic qu'épouse le banquier américain? Deuxième disposition. La loi, vous avez accepté un amendement sur les statistiques ethniques et raciales, qui peuvent être dorénavant conduites pour faire un certain nombre d'études. Sur l'intégration, vous en êtes d'accord? Oui, sur la diversité, l'intégration, absolument. Et vous avez... Cet amendement, pour être précis, M. Weil, simplement, ce que vous ne l'avez pas fait, c'est un amendement qui a été préparé, proposé par la Commission informatique et liberté, c'est-à-dire un organisme indépendant. Vous êtes tout à fait d'accord. Me laisser continuer. Non, mais vous êtes d'accord avec ce que je dis? Il y a une phrase de cet amendement qui me choque énormément. On peut débattre sur la nécessité de faire ce type de statistiques. Personne dans ceux qui défendent cette approche ne propose que l'on puisse faire ces études sans le consentement express de la personne. Or, la loi prévoit que ces études pourront être faites sans le consentement des Juifs, des Arabes. C'est-à-dire qu'on pourra vous affecter à une classification ethnique ou raciale. C'est interdit en France. Mais ça va être autorisé, c'est prévu, en tout cas, dans la version adoptée par l'Assemblée nationale. Quoi, vous voulez dire, ça va être Alors, du genre... je rajoute une dernière remarque. Vous avez, Monsieur le ministre, dans votre intervention devant l'Assemblée, conclu de façon très importante, et votre conclusion n'a pas été relevée. Vous avez annoncé la mise en place d'une commission pour changer éventuellement la Constitution. Et ce changement de la Constitution, d'ailleurs, a été... À propos des quotas, c'est ça? À propos des quotas par origine géographique. Il n'y a pas une démocratie au monde, aujourd'hui. Les États-Unis ont abandonné ce système en 1965 parce que c'était considéré, après la victoire contre la Seconde Guerre mondiale, contre le nazisme, comme quelque chose qui maintenait une hiérarchie entre origines. Il n'y a pas une démocratie au monde qui avait prévu ce système. Attendez, monsieur Hortefeux, j'ai une question à vous poser. Donc Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de modification constitutionnelle, vous-même et le président de la République, envisagez pour permettre ce type de sélection par l'origine géographique ou des limites au droit à la vie familiale normale? Merci. En gros, vous nous préparez une seconde loi, une loi prochaine avec les quotas. Trois remarques qui ont été faites par Patrick Weil et elles me semblent très intéressantes. Je vous le dis très honnêtement. Premier élément, il a pris l'exemple de l'américain. On va être exclu du débat pendant Oui, là, longtemps. c'est Là, Non, mais je vais faire bref parce que ça va être très rapide. Puis après, Madame Taubira, tout ce que vous voulez. Donc, premier élément, il a pris l'exemple de l'américain, d'un américain. Donc, c'est la démonstration
que la loi ne visait pas une catégorie particulière, africaine ou autre, chose comme ça, puisqu'il prend un exemple américain. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de ciblage, mais il faut choisir. Soit c'était contre certaines catégories, soit c'était pas contre certaines catégories ou certaines origines. Donc, M. Veil fait la démonstration, effectivement, que le texte ne visait pas une catégorie particulière d'immigrés. Je le remercie d'en donner acte. Deuxième élément. Il a évoqué un amendement concernant l'examen à partir de données qui n'existent pas, qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Je répète ce que j'ai dit. Cette proposition vient de la Commission nationale informatique et liberté. C'est une commission qui est extraordinairement protectrice, certainement une des plus protectrices au monde, et c'est sur cette base qu'a été rédigé cet amendement, sur la base de la CNIL. Troisième élément. Dans ces 10 propositions, la proposition numéro 7 s'oppose formellement à un référent ethno-racial. Écoutez, en tout cas, la CNIL, le texte a été adopté. Les 10 propositions de la CNIL précisent très exactement qu'il faut s'opposer à un référent ethno-racial. Écoutez, en tout cas, c'est un point capital. C'est un élément très important. Vous ne pouvez pas vous référer à la CNIL pour cet amendement qui, dans son exposé des motifs, parle des origines raciales. Cet amendement a été adopté dans la nuit de jeudi ou mercredi à jeudi. Nous sommes aujourd'hui dimanche, la CNIL n'a pas bougé, tout simplement parce que c'était un amendement qui l'avait inspiré. Et troisième élément, sur les quotas. Vraiment, je le dis et je comprends très bien que ça soit un sujet extraordinairement sensible et que malheureusement ceux qui étaient dans l'opposition depuis 6 ans n'ont pas pris le temps d'y réfléchir suffisamment pour présenter un projet et des analyses cohérentes. On ne peut pas nous dire, par exemple sur les tests ADN, il y a 12 pays qui s'en inspirent ou qui le font, ça n'a aucune importance, ce n'est pas un exemple, on ne s'appuie pas sur les comparaisons internationales, et puis là nous dire les quotas, attention, il n'y a pas de pays qui le font aujourd'hui, il y en a qui l'ont fait par le passé, et donc comme il n'y a pas de pays qui l'ont fait et qui le font aujourd'hui, il ne faut surtout pas s'y appuyer dessus. Il faut choisir, soit les exemples et références internationales sont utiles, soit ils ne sont pas utiles, mais il ne faut pas faire en fonction des circonstances. Voilà la réalité. Alors les tests ADN, qu'est-ce que vous en pensez tous? Toi, Éric Zemmour. Non, Éric Zemmour, non, mais c'est important, parce que là on est au cœur de ce qu'a mis le feu. Sur l'amendement constitutionnel. Patrick Veil, non. Patrick Veil, pas de... Non, attendez, parce que là, c'est très compliqué. Ça part dans tous les sens. Moi, je voulais dire, j'adore l'exemple de Patrick Veil sur l'américaine. J'adore ça. Parce qu'évidemment, il fait croire ainsi que c'est les Français qui sont touchés, alors qu'il sait bien que la réalité des mariages aujourd'hui, c'est un nombre incalculable de mariages arrangés pour faire obtenir les papiers à des gens en Algérie, en Afrique, etc. Tout le monde le sait. Tous les Français le savent, sauf Patrick Veil et Philippe Valls. C'est extraordinaire. Mais bien, voyons. C'est tout simplement faux. Mais toute la France le sait, sauf vous. Vraiment. Non, mais toute la France le sait. À votre avis, combien de mariages arrangés? C'est justement. Combien de mariages arrangés par an? Mais des milliers. Mais bien sûr. Je vais vous dire pourquoi. On ne peut pas le savoir. Puisqu'il y a des fraudes au mariage tout le temps. Puisque les mères se plaignent. Puisque c'est pour ça que il y a une réduction du nombre des regroupements familiales. Parce que maintenant, la fraude passe. C'est pas les mariages. Mais si, tu attends. C'est pas du tout les mariages, c'est simple. Patrick Veil et Philippe Valls font semblant de vivre dans un monde d'il y a 100 ans. C'est-à-dire, c'est simple. Sous Napoléon, on était 1 milliard. Dans les années 50, on était 2,5 milliards. Aujourd'hui, on est 6 milliards. En 2050, on sera 9 milliards. Et ces messieurs font semblant de croire qu'on est toujours 1 milliard. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... dire ça? Mais parce que, je vais vous dire, on est là, c'est le sexe des anges. On est à Byzance, à discuter sur le sexe des anges, alors qu'en vérité, la planète tremble. Mais bien sûr, la planète tremble parce que c'est la démographie, la surpopulation qui est en train de faire, de tuer l'Afrique. Parce qu'il y a des guerres pour l'eau, pour les terres, pour l'agriculture, et qui est en train de ruiner les systèmes sociaux français et européens. Parce que, contrairement à ce que dit Val, on n'a pas le besoin d'immigration. Quand on a 50%... ils disent le contraire. Mais oui, mais moi je vais vous dire pourquoi ils disent le contraire. Quand on a 50%... Vous savez tout. Oui, je réponds, j'ai le droit de parler. Je vous ai laissé parler pour l'instant. D'accord, allez-y. Vous l'expert, je vous ai laissé parler. Alors on a le droit de parler même si on n'est pas expert. Alors, on a 50% de chômeurs dans les banlieues. 50% de chômeurs parmi les jeunes de 18 à 30 ans. Et on ferait venir des gens qui n'ont pas de qualification pour la plupart, qui rentreraient dans les travails, dans les emplois de hôtels-restaurants, de cafés, de immobilier, de tous ces emplois sans qualification. Alors qu'en vérité, je vais vous dire pourquoi on dit qu'on a besoin d'emplois. Je vais vous dire. Parce que là, ces immigrés, à quoi ils servent? Ils servent à faire une pression sur les salaires de ceux qui sont déjà là
français et immigrés. C'est comme ça qu'on c'est comme fonctionne l'Angleterre, c'est ce que depuis. vous nous faites. Exactement. Bah alors, Exactement. Vous Eh avez ben dit oui. que justement, on n'était pas comme Mais l'Angleterre. si, parce qu'on fait en petit ce que font les Anglais en grand. Non, mais- Alors le test ADN, moi je voudrais bien savoir Oui, non, en mais- quoi ça vous révulse autant. Allez-y. Il y a un Non, problème. non, attendez, non. Il y a cette loi, cette énième loi, qui arrive avec un amendement Moi, je sais pas, moi, sur le je me demande test si je vais pas ADN. m'en aller, simplement. Sur le test ADN. Alors. Bien. On nous dit cette loi, elle va réguler. Il faut qu'il faille réguler Ça l'immigration. aurait de l'allure. Tout le monde comprend qu'il faut réguler. Ça, tout le monde peut le comprendre. Tout Et le monde personne peut ne le accepter fait. ça. Et on nous dit oui, ça va diminuer le regroupement familial, toute cette immigration, hein, et pour favoriser l'immigration de travail. Eh ben, Il y a un test ADN. À quoi il sert le test ADN? Il sert à faciliter le regroupement familial si on le fait. Mais je pensais qu'au contraire, c'était une loi pour rendre plus difficile le regroupement familial. Alors à quoi sert ce test? Vous êtes Alors, très quand on vous gêné, demande, alors, finalement. quand on vous demande à quoi sert ce test ADN, vous dites mais ça facilitera le boulot pour faire venir la famille. Attendez, il faudrait savoir. Première chose. Deuxièmement, quand même, depuis la Révolution française, on ne... Vous dites, je refuse l'idée des tests ADN qui fait revenir par la fenêtre toute la barbarie ethnique que l'universalisme des Lumières a voulu foutre à la porte de l'humanité. Bien sûr. Depuis quand la constitution biologique d'un individu décide s'il est apte ou non à devenir le citoyen d'une démocratie? C'est ça, Bien sûr. c'est votre Bien édito de sûr. Mais Charlie Hebdo. elle est là, la barbarie Axel Kahn- ethnique, elle est présente. Axel Kahn, dans Le Monde, a tout défini. Il a dit c'est le retour du bâtard que la Révolution française a éliminé de notre vocabulaire et de nos mœurs. Mais peut-être j'aimerais bien que Monsieur le ministre Attendez, réponde Christiane à Taubira Patrick d'abord. Veil Non, non, posez la question à Christiane sur le Taubira. point de la Constitution qu'il va Je falloir ne peux pas modifier. assurer le service après-vente de la loi, ça c'est sûr. Donc les Non, questions... mais, alors voilà. Mais vous- ceci vous- étant, je viens... Allez-y, Oui, avec plaisir. oui, alors, quand même, alors, d'abord. pourquoi vous êtes si contre, vous aussi, les tests ADN? Alors d'abord, je vais rappeler que si ça ne marche pas pour les mariages, c'est quand même la faute du gouvernement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu 4 textes en 5 ans. Il y en a eu 17 en tout, et notamment 14 ces dernières années, parce qu'il faut mettre les lois sur l'entrée et le séjour des étrangers, sur le droit d'asile, sur la validité des mariages. Il y a des textes. Donc si ça ne marche pas, ce n'est pas un empilement de textes qui va résoudre le problème. Si ça ne marche pas, il faut se demander à quoi servent ces textes, est-ce qu'ils sont bien conçus et est-ce qu'ils sont correctement appliqués. Et s'ils sont correctement appliqués et qu'ils ne donnent pas de résultats, c'est que les pouvoirs publics actuellement sont inefficients. Inefficients, surtout. Très Il n'y a bien. pas de résultat. Ils Pas de vont pas- résultat. ils vont Voilà. pas- D'accord, très bien. hein, c'est pas a priori, il n'y a pas de résultat après. D'accord. Bon. Ensuite, sur les tests ADN, je veux bien venir. Mais quand même, il faut bien dire quel est l'état du monde. Et c'est vrai que ce texte de loi, une fois de plus, cible en priorité les candidats à l'immigration qui viennent de l'Afrique subsaharienne. En priorité. Parce que ceux qui, en France, achètent des logements, par exemple, font monter les prix de l'immobilier et du foncier, on ne se préoccupe pas de leur niveau de maîtrise de la langue française. Souvent, ils ne maîtrisent pas du tout, ils ne se préoccupent pas eux-mêmes de la connaître, cette langue, et ils arrivent à vivre sur le territoire français sans la maîtriser. D'accord? Donc, ils ne sont pas visés par ce texte-là. L'ADN. Et il faut s'interroger sur... Non, vous n'allez pas m'affirmer. L'ADN, je suis absolument contre. Et le gouvernement, c'est parfaitement lui qui manipule des symboles graves et lourds. Expliquez-nous. Et que... Quel symbole grave et lourd? Parce que mais ça vient de vous être expliqué, c'est-à-dire que l'histoire de la pas été assez France, sa attentif. culture, non, mais l'histoire de, c'est vraiment très très lourd. C'est vraiment très lourd, c'est très inquiétant. C'est d'autant plus inquiétant que la génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, elle est encore vivante. Il y a encore des survivants, et elle sait ce que ça signifie. Et donc, je suis bien d'accord. Est-ce que vous je ne croyez... plaisante pas Mais avec moi non ça. plus, Je dis que c'est j'ai un pas l'habitude symbole de plaisanter avec ça. Non, mais je ne vous en accuse pas. Je dis que c'est un symbole extrêmement lourd. Le gouvernement sait qu'il manie un symbole extrêmement lourd et qu'il ne s'agit pas de le convaincre, il s'agit vraiment de le combattre. Il s'agit de le combattre. Parce que oui, c'est le retour à la bâtardise. Oui, c'est l'inégalité entre les familles françaises et les familles étrangères ou les familles semi-étrangères, parce qu'on rappelle que les Français avec des conjoints étrangers sont concernés. Oui, c'est aussi l'inégalité au niveau des ressources, puisque le gouvernement nous explique que s'il met le SMIC à 1,2 ou 1,3 pour les étrangers, alors qu'il accepterait à 1 pour les Français, nous disons que c'est insuffisant pour les Français déjà. Il acceptera 1, c'est parce que les Français ont des réseaux de solidarité. Mais lorsque les étrangers ont des réseaux de solidarité, lorsque les enfants d'ascendance étrangère ont des réseaux de solidarité pour faire face aux défaillances d'État,
Là, c'est du communautarisme qui met en péril l'identité nationale. Ben non, les solidarités sont réelles, ce sont des inventions humaines et elles sont à saluer. Donc celles qui concernent les Français comme celles qui concernent les étrangers. L'ADN, oui, refus jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas. D'abord, il faut être cohérent, comme le rappelait Philippe Val, il faut être cohérent. Est-ce que c'est un texte pour limiter l'immigration ou est-ce que c'est un texte... D'ailleurs, un député du Nouveau Centre a posé la question dans l'hémicycle. Il a dit, mais lorsque nous allons retourner dans nos circonscriptions, qu'est-ce que nous allons expliquer à nos électeurs, puisque vous êtes en train de nous expliquer que cette femme mauritanienne qui a témoigné dans Le Monde aurait pu faire ses filles la rejoindre si le test ADN existait. Donc, vous auriez facilité son immigration. Donc, ce député du Nouveau Centre, alors vous me direz que souvent ils sont déboussolés, mais ce n'est pas le cas. Monsieur, attendez, on est obligé de faire... Il a le droit de demander, d'accord? Donc, les tests ADN, c'est non, parce que c'est une régression incontestable. Et surtout, ça remue des choses, de la conscience, de la mémoire, de l'imaginaire français qui sont extrêmement importantes. Monsieur Kelman, ça ne vous remue en rien, vous? Ce que dit Mme Taubira, vous l'avez bien compris, vous l'avez bien senti, ça remue en tout... Forcément, ça fait songer à des choses, forcément. Bon, mais la première chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas imaginer que quelques pays qu'ils soient au monde fassent une loi sur l'immigration pour favoriser l'immigration. Quel qu'il soit, le pays fait une loi sur l'immigration parce que c'est dit... Et le Canada. Mais pour favoriser... Non, mais attendez. Mais oui, parlons du Canada, parlons des États-Unis. Parlons du Canada, parlons des États-Unis. L'immigration choisie, c'est là-bas qu'elle a commencé. Ce n'est pas ici. Prenez n'importe quel journal africain, vous allez voir, prenez n'importe quel journal africain, prenez n'importe quel... Philippe, attends. Voilà, justement, les critères de choix, c'est ça. Mais je dis, aucun gouvernement ne favorise, s'il n'en a pas besoin, une immigration pléthorique. Je dis, et je le répète, l'immigration, par exemple, d'un pays ne se fait pas dans les quartiers pauvres du pays qui veut immigrer vers le pays. Maintenant, sur les tests ADN, pourquoi est-ce que j'ai dit avoir? Parce que justement, moi, si le test ADN est là pour dire, écoutez, vous êtes suspect de clandestinité, je ne suis pas d'accord. Mais sur le test ADN, c'est un élément supplémentaire pour des espaces. Moi, je ne veux pas voir l'Afrique noire. Qui ne veut pas s'y soumettre, il est forcément suspect. Justement, je ne veux pas voir l'Afrique noire, justement. Je fais tout pour qu'on ne voit pas que l'Afrique noire, parce que ce n'est pas la terre de la misère universelle. Je voudrais justement être vigilant pour qu'on y voit tout le monde. Et qu'effectivement, si par exemple, quelqu'un est dans un espace où l'état civil n'était pas aussi dans la régularité de la France, qu'il puisse effectivement avoir un élément de preuve supplémentaire si effectivement... Ça coûte combien un test ADN, vous savez? 200 €, selon ce que j'ai entendu. Moi, 400. À peu près. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, j'aimerais que la France, par exemple, le paye. Ça, je le souhaiterais. Et celui qui dit, moi, je ne préfère pas, il sera considéré comme suspect. Mais celui-là, s'il a d'autres éléments probants, ben, si vous n'avez aucun élément d'état civil, et quand vous dites, écoutez, on va essayer de prouver. Après, évidemment, les familles recomposées, je ne pense pas que ça rentre dans la même logique, les familles recomposées, les mariages d'un genre ou d'un autre. Mais moi, franchement, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le problème ne s'arrête pas à une loi, à cette loi-là. Le problème est un problème global. Pourquoi est-ce qu'un enfant né sur un espace donné a envie de risquer sa vie pour aller sur un autre espace? Et c'est là que moi, mon débat se situe. Oui, non, simplement sur le test ADN, parce qu'on le commente, mais on ne rappelle pas ce que c'est. Premier élément, ce n'est pas ce que j'avais proposé dans le texte initial du gouvernement. Ça n'y figurait pas. Je sais. Deuxième élément, c'est un mandat, c'est un amendement d'origine parlementaire. Vous savez, c'est très simple, il faut voir dans quel régime on veut vivre. Et les Français ont choisi leurs députés au mois de juin. Soit on estime que les députés n'ont rien à dire, rien à faire, rien à commenter, rien à proposer, soit on prend en compte leur travail. Mais enfin, il vous a fait un seul coup, Mariani, quoi. Deuxième. Non, mais si vous voulez me faire dire qu'il ne m'a pas facilité la tâche, là vous avez raison. Mais si vous voulez me faire dire aussi qu'aucun débat ne doit être tabou dans notre pays, je le confirme. Parce que je pense que tous les sujets doivent pouvoir être abordés. Donc ça vous a peut-être arrangé particulièrement devant la représentation nationale. Les députés, ça doit servir à quelque chose. Les citoyens ont voté pour eux, c'est normal qu'ils proposent. Que propose le texte? Le texte propose de manière initiale que avec un certain nombre de pays dans lesquels il y a doute sur l'authenticité des documents administratifs. Pas simplement parce que vous avez raison, pas simplement parce qu'ils sont pauvres, mais il peut y avoir eu des conflits et des guerres internes, comme ça, il peut y avoir destruction. Quoi. On dit, écoutez, voilà... Ils peuvent même avoir été en paix pendant plus de 50 ans. En Guyane, par exemple, l'état civil est totalement défaillant le long du Maroni et le long de l'Oyapock. Pas de guerre.
D'accord. Pas de pauvreté exorbitante. Attendez. Mais, attendez, je termine juste pour prendre cet exemple. L'autorité et souveraineté de la Alors, France donc, est ça assez signifie... défaillant. Attendez, moi je ne vous ai pas interrompu, donc si on fait la même chose, ça sera mieux pour la Mais quand vous clarté du abusez débat. du temps de parole, Non, je non, m'autorise non, à vous arrêtez, interrompre. non, ça va. Mais c'est pas vous qui déterminez les critères, je suis désolé. Et donc, simplement, ce que je disais, c'est qu'on leur propose un test, qui est un test en réalité ADN salivaire, pour déterminer et accélérer en quelque sorte la proposition et la capacité à avoir les documents leur permettant de venir. Ce que j'ai proposé pour encadrer ça de manière, ce qui n'est pas d'ambiguïté, parce que c'est vrai, moi je ne considère pas qu'il faut écarter d'un verre de main toutes les remarques. Nous, notre rôle, c'est d'écouter, c'est de comprendre et c'est de faire avancer. Et donc c'est vrai que j'ai demandé un certain nombre d'éléments complémentaires. J'ai demandé d'abord que ça soit exclusivement sur la base du volontariat. Exclusivement. Il n'y aura pas de test ADN forcé. D'accord. Deuxième élément, j'ai demandé à ce que ça soit pour une période d'expérimentation. 2 ans. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour des siècles et des siècles. On fait une expérimentation et on regarde. Si ça ne marche pas, eh bien, il faudra le retirer. Mais alors ça compte pas, monsieur le ministre, je vous interromps. Dernier élément très important. Oui, dites-moi. On le fera dans des pays qui sont confrontés déjà à des tests de même nature. C'est-à-dire, je prends l'exemple, je ne sais pas d'ailleurs s'il est bon, peut-être que Patrick va le sait, mais admettons que l'Angleterre le fait déjà, 7 à 8 000 tests par an, donc c'est vraiment quelque chose qui se fait à une grande échelle. J'imagine peut-être qu'avec le Ghana, je dis ça au hasard, bon, ils ont des liens, ça doit se faire. Ben, peut-être qu'on peut le faire avec le Ghana. Mais ça vous concerne voyez en fait combien d'enfants, monsieur le ministre? Non, mais c'est pas des enfants. Là, en l'occurrence, c'est pas des enfants. C'est les familles, en l'occurrence. Parce que c'est sûr. Quel rapport entre biologique entre une femme et son épouse? Non, mais je veux dire, c'est le père ou la mère qui peut le faire. Et les enfants. Mais non, ça ne peut le débat qui a été, Ça ne peut concerner que les enfants. Le débat qui a été soulevé, c'est un débat qui n'est pas médiocre. Vous étiez en séance de nuit, d'ailleurs, vous êtes resté. Il n'était que 23, d'après ce que j'ai compris. Non, enfin, en tout cas, Mme Taubira, je tiens à le dire, et a passé la totalité du débat en séance, et donc elle pourrait me compléter ou pas me corriger parce que je ne pense pas me tromper, mais me compléter peut-être. Vous savez que j'ai voté contre vos sous-amendements. D'accord, non, vous avez quand même voté 4 amendements. Vous avez voté 4 amendements. Vous avez voté 4 amendements et vous avez bien fait. Oui. Bon, c'était des amendements sur le co-développement, d'ailleurs, comme ça. Mais la réalité, la question se posait pour les enfants adoptés. Et c'est vrai que là, il pouvait y avoir un doute. Et donc, en réalité, la situation est très simple. Elle sera la même que précédemment. D'accord. Ça concerne les enfants, d'après vous? Ça concerne à peu près 1000 enfants. Dans le cadre des statistiques actuelles. On fait tout ça pour ça. On fait tout ça pour ça. Voilà, à peu près. Voilà, 1000 enfants. Oui. On fait tout ça pour ça. Pour les pays d'Afrique noire, à peu D'abord, près il 1000 faut que vous enfants. sachiez, Serge Moati, il faut que vous sachiez que ces tests ADN qui existent dans d'autres pays européens, effectivement, ont des forces juridiques très inégales. Très inégales. Et que la France est la seule à l'inscrire de cette façon-là dans sa loi. Il faut que vous on va parler des quotas, si vous voulez bien, maintenant. Parce qu'il s'est passé quelque chose de très important. Attendez, non, vous ne voulez pas qu'on parle des quotas? Si, mais juste, quand même, sur l'ADN, parce que c'est vraiment important, ça fait basculer notre pays dans autre chose. Et puis, il y a eu des lois sur la bioéthique qui ont été votées au Parlement. La loi de 94. C'est vraiment très important. Ça a nécessité un consensus entre la droite et la gauche qui est tout à l'honneur de la démocratie. Cette histoire de test ADN fait voler en éclats ce consensus, puisque ça utilise le test ADN à d'autres fins. Et ça va avoir des conséquences scientifiques, industrielles. Je pense que, M. Hortefeux, vous ne devez pas être très content de cette affaire, parce que vous avez peut-être débordé par votre Parlement. Mais il faut dire que pendant la campagne, M. Sarkozy, il a ouvert des vannes, il a fait campagne sur tous ces thèmes-là, sur la génétique, et il a oublié de les fermer maintenant qu'il est élu. Il faudrait peut-être les fermer parce que vous allez peut-être avoir des problèmes avec le Parlement qui est d'accord, mais ce que je voudrais, c'est qu'on parle des quotas, si vous voulez. C'est un autre sujet qui fâche, mais après vous reviendrez là-dessus. Juste une phrase simplement. Je voudrais simplement citer à Philippe Val, parce que j'ai bien compris son raisonnement, mais une phrase tirée d'une note de mai 2007, très récente, sur l'intégration des réfugiés dans l'Union européenne et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est un organisme que personne ne conteste ici, eh bien, écrit textuellement que la possibilité d'être uni avec sa famille est de première importance pour l'intégration. Je vous donne donc la totalité. Et il rajoute les tests ADN sont de plus en plus utilisés comme moyen d'établir les liens de parenté dans le cadre du regroupement familial. Tout ça pour vous dire, monsieur Hall, que donc nous ne faisons pas exception. Alors écoutez, on va parler des quotas. Alors c'était jeudi soir. Attendez, c'était jeudi soir à la télé. C'était jeudi soir à la télé. On avance. Elle a une histoire particulière, la France. Elle fait exception. Et justement, on ne doit pas. On doit servir de modèle et pas se servir des autres. Il ne s'agit pas de service de modèle, il s'agit d'assumer totalement notre histoire. Ce que les générations ont construit. Je croyais que c'était un pays horrible qui passait son temps à être collabo et colonialiste, la France. Alors maintenant, c'est un pays des droits de l'homme, etc. Je ne sais pas si vous y non, mais moi, ou si vous jouez, mais de toute façon, dans les deux cas, c'est votre affaire. Mais non, mais moi, ça m'intéresse. Moi, je vous ai toujours entendu dire que c'était un pays horrible. Vous n'avez jamais entendu dire des inepties pareilles. Donc maintenant, ça m'intéresse d'entendre que c'est le pays des droits de l'homme. Mais vous êtes
Non, mais il faudrait savoir. On passe au quota. Regardez, s'il vous plaît, un extrait. Moi, j'écoute ce que vous dites. C'est Nicolas Sarkozy qui a relancé le débat jeudi soir, donc 2 jours après votre loi, sur France 2 et TF1 réunis ensemble comme au bon vieux temps de l'ERTF d'une certaine façon. Je vous propose de le regarder et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Regardez le président. Je le dis de façon très claire, je souhaite que nous arrivions à établir chaque année, après un débat au Parlement, un quota avec un chiffre plafond d'étrangers que nous accueillerons sur notre territoire. Je souhaite également qu'à l'intérieur de ce chiffre plafond, on réfléchisse à un quota par profession, par catégorie. Est-ce que ça marche, un quota par profession, par catégorie? Comment vous réagissez? Vous savez, il faut déjà qu'ils veuillent venir dans ces cas-là. Oui. Ceux qui sont à forte potentialité, comme on dit. Ceux qui vont pouvoir faire des études, on va choisir par ethnie, on va choisir par niveau d'études, par plus ou moins éduqués. Ils vont pas pouvoir venir. Quand ils vont connaître les queues qu'il faut faire à la préfecture pour renouveler la carte de séjour, quand il n'y aura plus qu'un fonctionnaire sur 2 ou sur 3 ou sur 8, bon, on sait pourquoi, on est en train de supprimer les fonctionnaires. Quand il va falloir faire des queues de 3 jours, quand ils vont pas pouvoir faire venir leur famille, quand ils vont avoir des discriminations au salaire, vous croyez qu'ils vont choisir la France? Il va falloir apprendre à aller à Roissy avec des petits colliers de fleurs et des boîtes de chocolat achetées au duty free pour leur donner envie de venir. Mais vraiment, ils vont pas venir, tout simplement. C'est ça le problème, alors qu'on en a besoin. Est-ce que M. Hortefeux pourrait dire un mot sur la réforme constitutionnelle? La réforme des fonctionnaires? Non, constitutionnelle. Des fonctionnaires, si vous voulez, mais plus sur la réforme constitutionnelle. Si c'est Patrick qui anime le débat, c'est bien noté, mais moi je suis d'accord pour lui répondre. Je voudrais qu'on réponde sur les quotas. Parce que c'est une question très importante. Vous êtes pour cette histoire de quotas? C'est-à-dire, je préférerais avoir 15 infirmières mauritaniennes dans le Vaucluse, il nous manque un peu des médecins togolais dans la Haute-Loire. Oui, vous savez, le problème, c'est que quand on parle de la France, des problématiques africaines, par exemple, puisque c'est ça que je connais le mieux, justement, je suis sur les quotas, on les connaît mal. Aujourd'hui, effectivement, un médecin, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, béninois qui veut rentrer au Bénin ou Camerounais qui veut rentrer au Cameroun, on lui propose 200 € dans ce pays-là. Je vous assure que si c'est mon neveu, je lui dis ne pars pas. Tu n'es pas dans un apostolat. Effectivement, mon seul problème aujourd'hui, ça s'appelle co-développement. Comment est-ce que nous allons changer de discours pour que, justement, les chefs d'État qui pensent qu'ils sont soutenus par la France et le peuple africain, les populations africaines qui pensent que la République française soutient leurs chefs d'État dont ils ne peuvent pas bouger, puissent changer de discours. J'ai vu, par exemple, j'ai été voir un président africain, l'ancien président de Mauritanie, M. Val. M. Val, le lendemain de... Oui, Val. Elie Val. Oui. Le lendemain, il y est pour le lendemain de son élection, de son coup d'État, il a doublé le salaire de fonctionnaire en disant ceci. Je ne peux pas imaginer qu'on exige de quelqu'un qui soit performant si on ne lui paye pas la valeur d'un sac de riz par mois. Je sais pertinemment comment est-ce qu'il va faire pour avoir le reste. Je les paye, je double leur salaire parce que j'en ai besoin. Donc ça, et alors, quel rapport avec la politique? Oui, le rapport avec le quota. Ça veut dire qu'effectivement, l'Afrique, aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes qui sont là-bas ne sont pas du tout utilisés à leur juste valeur. Et je reviens sur les quotas. Le mot quota ne m'a jamais plu. Parce qu'il est impropre. On ne peut pas faire des calculs non plus sur ce problème-là. Oui, justement. Mais par contre, une immigration ne peut se faire que sur les choix du pays accueillant. Là, je suis entièrement d'accord. Je n'imagine pas qu'on puisse penser le contraire. Je l'ai écrit dans ce livre, je l'ai écrit dans tous les livres. Parlons aux enfants de la patrie. Je n'imagine pas que c'est la volonté du pays d'immigration qui détermine les critères. Au Cameroun, c'est pas ça. Au Gabon, ça ne peut pas être ça. Au Ghana, non plus, c'est pas ça. Donc, c'est le pays accueillant. Et qu'on ne me parle surtout pas d'esclavage, de colonisation, tous les intellectuels africains aujourd'hui qui se respectent disent que c'est obsolète. Le président Thabo Mbeki dit que c'est obsolète. Qu'on entend son discours quand, au 30e anniversaire de la mort de Steve Biko, il disait aux Africains, prenez-vous en charge. Et il a soutenu le président Sarkozy. C'est le discours sur l'homme africain de Sarkozy. Il a soutenu le président Sarkozy sur des choses que moi, je n'aurais même pas soutenu. Mais lui, il a soutenu parce qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud est dans une autre optique. Donc, je dis que il faudra que nous comprenions tous, quelle que soit notre bonne volonté, moi le premier, que la politique migratoire française ne peut pas se décider dans les pays qui veulent, dont les descendants, dont les originaires veulent venir en France. Patrick Veil là-dessus. Alors, si on prend le quota professionnel, il y a 3 pays, je voudrais citer, qui utilisent ce mécanisme. L'Italie, l'Espagne, les États-Unis. Ce sont comme par hasard le pays où il y a eu une explosion de l'immigration illégale. Pourquoi ? Parce que vous croyez parfois qu'en disant « voilà, on va limiter l'immigration à temps », les gens entendent ça. Si vous annoncez que l'année prochaine, vous prenez 10 000 travailleurs du bâtiment
eh bien, ça diffuse sur RFI, et il y a bien plus que 10 000 travailleurs du bâtiment potentiels qui vont chercher à venir en France. Et donc, ce système est très attractif. Et l'Italie et l'Espagne qui l'ont tenté se sont vus reprocher ensuite les grandes régularisations qu'ils ont faites. Si vous faites... Auxquels ils ont renoncé d'ailleurs, quand il faut le compléter, ils ont renoncé. Mais voilà. L'Italie et l'Espagne ont annoncé qu'ils ne procéderaient plus précisément à des régularisations massives, ce qui est exactement notre politique. Deuxième remarque, mais ça ne veut pas dire que là aussi, il y a une convergence. N'y seront pas. Mais on ne peut faire une politique européenne, on est d'accord. Deuxièmement, je ne comprends pas, mais M. Hortefeux répondra peut-être, d'ici un maximum de 4 ans, en 2011, l'ensemble des ressortissants des nouveaux pays membres de l'Union européenne, Roumanie, Bulgarie, Pologne, etc., vont avoir le droit de venir librement en France chercher du travail. Donc on va faire des quotas par profession pour le reste du monde, alors qu'on va être débordé si notre marché l'exige. Donc ce n'est pas un très bon mécanisme de ce point de vue-là. Troisième remarque, s'il s'agit de quotas limitant le droit à la vie familiale normale ou faisant des zonages géographiques pour le monde, alors là, c'est contraire probablement à la Constitution, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ça demande une modification de la Constitution. Ça nous mettrait au banc des nations démocratiques, mais est-ce que c'est cela qui est envisagé ? Dernière remarque par rapport aux Béninois, M. Kallmann. Non. Si, une remarque. Vous savez, nous ne sommes pas seuls face au Bénin. Si le Béninois qualifié, nous ne lui offrons pas quelque chose, il va aller au Canada, il va aller aux États-Unis. Donc il faut lui offrir ce que moi j'ai suggéré depuis plusieurs années, et M. Blair m'avait d'ailleurs soutenu dans cette affaire, un droit à l'aller-retour, permettre à ce Béninois de revenir exercer la médecine au Bénin, qu'on le co-recrute avec l'hôpital du Bénin pour qu'il reste à la fois chez nous et chez lui. Et c'est ça l'avenir. Oui. Mais ce qui me frappe... Pardon, je vais vous dire, M. Mathilde, plusieurs choses sur les quotas. Et puis pour terminer sur ce que revient Patrick Weil, parce qu'il y a des points incontestablement où il y a une démarche qui est au moins parallèle et qui peut, comme toutes les parallèles, finalement se rejoindre. Donc, première réflexion sur les quotas. Premier point, Nicolas Sarkozy l'avait annoncé pendant sa campagne présidentielle. Premier point, il l'avait annoncé dans sa campagne présidentielle. Deuxième point, j'observe, puisqu'il y a une enquête qui est sortie cette semaine, que 74% des Français sont pour. 3 Français sur 4 dans une enquête d'opinion. Dont 65% des électeurs de Ségolène Royal. Dont 64 ou 65%. Ça peut être idiot quand même. Mais j'en prends acte. Je dis ça. Mais si on veut vous enrôler dans cette histoire de Ségolène Royal, vous avez raison de protester. Là, donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, 3 Français sur 4 qui approuvent cette démarche. Troisième réflexion, j'observe... On a le droit de se tromper. Alors, j'ai entendu que M. Veil n'était plus au Parti Socialiste, dont acte, donc pardonnez-moi, je retire ce que j'ai dit, mais j'observe. Moi, je le confirme, je n'ai pas changé, c'était à peu près au même âge que Patrick Veil, mais je suis resté, j'ai une forme de constance. Mais troisième point, j'observe... Ça ne disqualifie pas M. Patrick Veil pour parler d'immigration. Certainement pas. Je ne rajoute pas au contraire. Non, parce que c'est important, il ne faut pas faire des procès d'intention. Je vous dis, troisième point, j'observe que sur cette question, qui est une question importante, aussi bien François Hollande que M. Manuel Valls, que M. Malek Bouti, qui est le responsable de ces questions au Parti socialiste, considère qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les quotas. Alors je veux bien que 3 Français sur 4 soient des imbéciles, selon le raisonnement que je viens d'entendre. Je veux bien que tous les responsables du Parti socialiste ne comprennent rien à rien. Mais je pense qu'il faut faire engager cette réflexion sur les quotas pour une raison très simple. Très simple. Et sur laquelle, je vous le dis, je ne transigerai jamais tant que j'aurai la confiance du Président de la République, mais je sais que c'est sa pensée. C'est que chaque pays doit pouvoir décider librement de ce qu'il peut ou de ce qu'il veut accueillir sur son territoire. C'est aussi bien pour la France que pour les Anglais, que pour les Américains, et ainsi de suite. Et concernant un deuxième point, concernant l'Europe, à l'évidence, oui, il faut qu'il y ait une politique européenne de l'immigration. Nous avons la chance d'avoir la présidence française à compter du 1er juillet 2008. Le système est absurde, ça dure que 6 mois. Enfin, moi, je n'y reviens pas. Dans l'espace Schengen, si on n'a pas de politique européenne. Il faut qu'il y ait une politique européenne d'immigration. Dernier point, un point d'accord avec M. Veil, quand il dit qu'il faut qu'effectivement que les personnes puissent revenir dans leur pays. Prenons l'exemple, c'est simplement du Bénin. Le ministre de la Santé du Bénin est un urologue qui a exercé en France pendant plus de 30 ans. Il est revenu par un concours de circonstances très invraisemblable au Bénin. Mais nous proposons avec la carte compétences et talents, vous y avez fait allusion tout à l'heure, précisément pour ne pas piller les élites des pays concernés, d'autoriser ces étrangers à venir travailler sur notre territoire 3 ans renouvelables une fois, et ensuite repartant pour faire bénéficier le pays d'origine de la formation qu'ils ont acquis grâce à nous. On termine par là où j'ai commencé. Il faut pouvoir offrir un avenir à la jeunesse des pays terres d'émigration plutôt que de permettre de survivre simplement chez nous.
Merci, Madame Taubira. Oui, alors sur les quotas. Alors je passe rapidement sur Ségolène Royal, on fera un débat là-dessus. En tout cas, moi, j'ai fait campagne à ses côtés et je ne renie rien. Je disais donc que si on cite sur les quotas Malek Bouti et Manuel Valls, il faudrait peut-être citer aussi Étienne Pinte, qui est député de l'UMP, qui est opposé à... Voilà, donc c'est bien lorsqu'il y a des fonds renversés, il faut les assumer en tant que tels. Mais Étienne Pinte n'a pas pris position contre les quotas. Absolument une tribune dans Libération. Je dirais simplement que la France ne reconnaît pas les qualifications des autres pays. Donc elle a sur son territoire des personnes qui ont acquis des qualifications à l'étranger et qui sont sous-employés en France. De la même façon d'ailleurs que dans ses banlieues. Elle a ses propres enfants qui sont diplômés, qui sont qualifiés et qui sont sous-employés. La question qu'il faut se poser, alors les quotas, la réponse, elle est aussi chez les députés UMP. Ceux qui ont introduit des amendements pour demander des dérogations pour certains métiers agricoles, par exemple. Attendez, là, on s'égare. Non, on s'égare pas du tout. Parce que si vous décidez que vous faites des quotas, là, vous régulez l'immigration, vous la réduisez. Il y a des députés qui demandent d'ouvrir des fenêtres, etc. Ça pose la difficulté de mettre sous forme arithmétique la circulation des êtres humains. D'accord ? Dernière chose, dernier mot, quelle est la contribution de la France et de l'Europe au flux migratoire ? La contribution en amont sur les ressources naturelles, les bois tropicaux, sur les ressources génétiques dont je parlais, sur les minerais précieux, sur les hydrocarbures. Quelle est cette contribution ? Les accords ACPUE, c'est-à-dire les traités internationaux de solidarité. Oui, mais je suis désolée, c'est ça les questions de fond. Les accords ACPUE, la France vient d'obtenir de baisser sa contribution de 5 points. Elle donne 19% au budget. Les entreprises françaises reçoivent 29% du Fonds européen de développement. C'est cela aussi. C'est-à-dire que lorsque la solidarité se diminue, lorsqu'on fait main basse sur les ressources naturelles, lorsqu'on dépouille les peuples, on ne doit pas s'étonner d'avoir ces ressortissants aux frontières. Éric Zemmour, vous voulez terminer, j'ai quelque chose à dire, moi. Simplement dire que ce débat me paraît vraiment, je vous dis, on parle du sexe des anges. Dans Byzance. Le vrai problème, c'est pas les fantasmes de 40, etc. Le vrai problème, c'est l'explosion. Non, 2 minutes. Je suis obligé de terminer, on n'est plus à l'antenne. Alors attention, c'est l'explosion du modèle d'intégration français. D'accord. Et c'est le repli identitaire. Val parle de la barbarie identitaire, mais elle est déjà là, dans les quartiers, dans les banlieues. Merci à toutes, merci à vous, Madame Taubira, merci à vous, messieurs. Je voudrais, avant de vous quitter, vous signaler un film bouleversant qui passe ce soir sur notre chaîne France 5. Il raconte, et c'est terriblement émouvant, la tuerie des enfants de Beslan, en Ossétie du Nord. Ce film, réalisé par Samuel Guret, est inspiré de l'ouvrage « Jamais je n'oublierai Beslan », un livre bouleversant de Florence Schall. C'est ce soir sur France 5, regardez-le, c'est absolument bouleversant, c'est un film à regarder. Si vous voulez prolonger le débat, et je sais que vous êtes nombreux à vouloir le faire, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain, sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Et bientôt nous rejoint dans le groupe France Télévisions, France O. Ça doit vous toucher, Madame Taubira. Merci beaucoup, merci Madame, merci Messieurs. Merci.